Alors, je vous avais déjà expliqué un petit peu les SQLI, hein, c'est extrêmement complexe. Il faudra passer des centaines d'heures pour maîtriser le SQL et puis après les injections. Là, on va faire très simple. Encore une fois, hein, c'est le JPT, c'est les bases des bases, c'est les fondamentaux. On va parler SQLI et qui est injection SQL. Alors, pourquoi? Ben parce que quand tu seras pen tester, encore une fois, tu dois avoir un accès qui ne soit pas restreint aux applications web, et surtout à la donnée qui est générée. Ça, tu peux le faire. Avec une SQLi, tu vas pouvoir voler des mots de passe et tu auras un total contrôle sur l'application. D'accord? Donc je vous ai dit, on pense souvent à tort que on a que le front-end, hein. On a ouais, OK, on a le serveur web, on a l'application web, c'est vrai, mais on oublie qu'il faut traiter la data. Il faut stocker la data et pour ce faire, on a besoin d'une base de données back-end, hein. Donc, vous avez le front-end, c'est le serveur, hein, qui vous présente le service, l'application web et tout ça, mais derrière, il y a une base de données en arrière-plan, si vous voulez. D'accord? Donc pour interagir avec la base de données, les entités, hein, les opérateurs système, les programmeurs, les applications web, les applications web utilisent le SQL, hein, ce qu'on appelle le langage de requête structuré, Structure Query Language, aka SQL. Alors, les SQLi, c'est ni plus ni moins qu'une injection. I comme injection, vous l'avez compris, ça va permettre à un attaquant, hein, de prendre le contrôle via des déclarations. C'est ce qu'on appelle des statements en anglais, SQL statement, qui sont utilisés par une application web. Et malheureusement, ça va permettre de lancer des attaques avec un utilisateur qui est non autorisé. D'accord? Donc ça peut avoir vraiment un grand impact sur les sites web, puisque qui prend le contrôle forcément de la base de données côté back-end va pouvoir contrôler pas mal de choses, hein. Déjà vérifier, modifier, effacer les mots de passe des utilisateurs, accéder à la donnée en elle-même de l'application web. Ça peut être par exemple aussi récupérer des cartes bleues, passer des transactions, faire des achats, hein, sans payer ou en payant vraiment moins cher, hein. Vous allez pouvoir vous faire des réductions et plein d'autres choses, hein. C'est assez vaste. Donc, le but, c'est de comprendre les bases, hein, du SQL. Déjà, la syntaxe au niveau de nos déclarations, hein, ce qu'on appelle les SQL Statement Syntax. Ensuite, comment on fait une requête, comment on utilise union, hein, pour joindre, comme son nom l'indique, le résultat de deux requêtes et voir un petit peu comment ça fonctionne en fait, hein, sous le capot. Donc là, vous voyez qu'on fait un select name, virgule, description from product where ID est égal à 9 et fin de l'instruction, point virgule. Voilà à quoi ressemble une requête très simple. D'accord? Donc c'est une requête faite en base de données qui va demander le nom et la description d'un record, hein, d'un enregistrement, c'est comme ça qu'on l'appelle, dans des tables, hein. On a une base de données, cette base de données est composée de multiples tables. Là, on lui demande la table produit. C'est pour ça que j'ai le from. À partir de la table products, tu vas me sélectionner le nom, la description. Ou, et qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'ID soit égal à 9. D'accord? Pour mieux comprendre, en fait, voilà la syntaxe d'une déclaration, hein, quand on fait un select. Select pour sélectionner. Donc je veux sélectionner la liste de colonnes à partir d'une table où il y a telle ou telle condition. D'accord? Là, il n'y a qu'une condition, mais on va pouvoir utiliser union pour unifier justement plusieurs requêtes. Donc je vous mettrai de la documentation, c'est à vous de faire le taf, hein. Je peux pas vous apprendre en une demi-heure les SQLI et le SQL, ça serait beaucoup trop prétentieux de ma part. C'est très 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 compliqué, hein. Être un DBA, un administrateur de base de données, c'est des années d'études, je répète. Donc là, on voit qu'on peut travailler sur des constantes, hein, des valeurs constantes. On fait quoi? Je fais un select 22, je lui passe un string qui s'appelle string en fait. On voit qu'on travaille, hein, au X12, donc là je peux lui passer quoi? De l'exa et je peux lui passer un autre string, d'accord? Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Je dois constamment, pour que la base de données interprète bien ma déclaration, ma requête, qu'est-ce que je fais? Il me faut mon point virgule, comme dans beaucoup de langages de programmation. Donc vous voyez quand on travaille sur un entier, hein, 22, on a
la représentation en hexa, on peut travailler sur des chaînes, hein, et les chaînes, dans ce cas-là, on les met en single quote, hein, on va mettre guillemets simples. Alors l'union, je vous en parlais, ça va permettre d'unir 2 résultats, d'accord? On a notre déclaration au niveau de notre select et on fait un union et on va faire une autre, déclaration de select, en fait, hein. Alors, comment ça marche? Donc ça permet de faire 2 choses en même temps et on a, les commentaires. Les commentaires, c'est très utile pour laisser des commentaires, d'accord? Ça va permettre, heu, de commenter comme dans tous les langages de programmation. On a 2 possibilités. On peut utiliser le hash, hein, donc nous le dièse, ou on peut mettre 2 dash. 2 dash, pour nous, c'est tiré du haut, tiré du haut, tiré du haut, suivi d'un espace. Donc là, je viens de vous mettre une petite, démo, hein. On voit que on a un premier commentaire, on a un deuxième commentaire. Donc techniquement, si je divise et on va dire que notre séparateur, c'est le point virgule, je te dis toujours, hein, je te redirige vers les autres vidéos que j'ai fait sur les SQL et les SQLi, on a ce principe d'équilibrage, hein, équilibrage de notre charge utile. Toute la partie gauche, ok, elle est interprétée en base de données, hein, elle va nous renvoyer un résultat. Tout ce qui est à droite, après le point virgule, tu as compris que à partir du moment où c'est commenté, ça va être omis par la base de données, puisque c'est un simple commentaire. Le problème, c'est que vous pouvez faire des commentaires mal formés et du coup, vous allez pouvoir faire des bypass, contourner des vérifications qui sont faites en injectant des commentaires, mais des commentaires qui commencent, mais qui ne se ferment pas. D'accord? Donc, c'est là que ça devient intéressant, c'est que on va pouvoir, comment dire? Injecter des commentaires et parfois, ça va nous permettre de contourner les vérifications qui sont faites. Je te donne un exemple, tu te connectes à une mire de connexion, on attend que tu donnes le bon utilisateur et le bon mot de passe. Bah là, avec un commentaire, on peut parfois faire un contournement et sans connaître le mot de passe de l'utilisateur, on va juste rentrer son nom d'utilisateur et se connecter en tant que set utilisateur. Donc regarde bien, je t'ai dit, on a une base de données avec une ou plusieurs tables, généralement plusieurs. Là, on a 2 tables. On a vu la table products et la table account, compte, d'accord? Alors, il y en a une déjà, hein, si je dois réfléchir un peu, qui m'intéresse beaucoup plus, hein, la table account avec quoi? Le username, le password, le email? Pour moi, c'est beaucoup plus croustillant, hein, ça m'intéresse beaucoup plus que les produits, hein. Mais tu vois qu'on retrouve une structure identique. Une table, en fait, elle est composée exactement comme un tableur Excel, si je dois faire des métaphores, triviales. On a quoi? On a des lignes et on a des colonnes, d'accord? Donc on parle de rows, ce sont les lignes, et de columns, c'est les colonnes, d'accord? Donc au niveau de tes colonnes, tu vois que tu as l'ID, le name et la description, d'accord? L'ID peut prendre, hein, une valeur, 1, 3, 18, donc c'est les entiers, d'accord? Au niveau du nom, là, on attend une chaîne de caractères, un strings. Là, ça prend shoes, hat, t-shirt. Description, on a la description du produit, d'accord? Donc si je résume tout ça, on voit que chaussures, shoes, a l'ID 1 et la description, c'est de belles chaussures, OK? Le chapeau, c'est l'ID 3 et c'est un black hat, hein, c'est un chapeau noir. Le t-shirt, il est pas cher au niveau de sa description, cheap, et il a l'ID 18. Pareil pour account, la table, donc on a quoi? On a username, password, email, et tu vois que si je prends une ligne, ça me donne admin, son mot de passe et l'email. Pareil pour la deuxième ligne, troisième ligne, pareil. Si je prends que les colonnes, dans username, bah, j'ai forcément des noms d'utilisateurs. C'est le cas. Admin, staff, user. Dans password, j'ai que des mots de passe, de haut en bas, hein, puisqu'on parle de la colonne, pas de la ligne. D'accord? Donc vous voyez un peu comment se structure, c'est vraiment l'élément primaire, principal d'une table, c'est comprendre ce fonctionnement. Pour stocker des données, eh ben on le stocke en base de données. Voilà comment se composent des tables très simples au niveau du SQL. T'imagines bien que quand on fait une requête,
on n'a pas envie d'avoir tous les résultats. Je te donne un exemple, tu vas sur un site, grâce aux interfaces de programmation, tu vas aller pouvoir, grâce au site en question qui te rend un service, aller requêter tous les vols qui décollent à partir de Paris et qui t'amènent à Los Angeles, à un eurodatage précis, une date, une heure, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Sous le capot, on a des interfaces de programmation qui vont faire des appels distants vers des services, des microservices, d'accord? Air France a son API, TWA a son API, Emirates a son API, etc., etc., etc. D'accord? Donc toi, quand tu demandes un vol pour partir en vacances et faire un Paris-Los Angeles, le site en question, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller requêter en base de données. D'accord? Tu as bien compris qu'il n'a pas tous les résultats. Donc on utilise des interfaces de programmation. Mais partons du principe que, ok, il a tous les résultats en base de données. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'afficher ce que tu lui demandes. Donc techniquement, toi, tu tapes la date, l'heure, tu lui dis que tu veux partir de Paris et tu veux aller à Los Angeles. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller récupérer dans les tables ou la table correspondante les informations et te les afficher. D'accord? Il va pas t'afficher tous les résultats. Tu vois, puisque toi, tu lui as demandé, tu lui as précisé ce que tu as besoin. Lui, il va t'afficher juste ce que tu as besoin. Alors, si on reprend nos exemples, oublions les avions et les vacances, revenons à notre table. On a vu quoi? On a vu qu'on avait des produits, la table produit. Quand je fais un select name description from product ID 1, on a vu que l'ID 1, de toute façon, c'est chaussures. D'accord? Donc, si je fais un select name description from product where name est égal à shoes, c'est pareil. Ça me renvoie le même résultat. Pourquoi? Parce que la condition, encore une fois, ID est égal à 1 ou name est égal à shoes, c'est exactement pareil. Grosso modo, qu'est-ce que ça va faire? Les résultats de ces deux requêtes qui sont identiques, même si la syntaxe est différente, ça va m'envoyer une ligne. La ligne, c'est quoi? C'est shoes, nice shoes. D'accord? Pourquoi? Parce que je veux name et description. D'accord? Alors, maintenant, on va parler un peu de l'union. L'union, ça peut être très compliqué. On va voir vraiment les bases, encore une fois, voir l'union select. On a vu qu'on fait un select, union, select. Alors, deux déclarations. Mon premier select, il est sur quoi? Il est sur name, description, from product, où ID est égal à 3. D'accord? Et je vais également faire un select, username, password, from accounts. D'accord? Donc le résultat, c'est quoi? On va merger, en fait. On va fusionner les résultats. Et le résultat de la requête, c'est une table qui va contenir la ligne avec le chapeau et tous les noms d'utilisateurs et les mots de passe à partir de count. D'accord? Et c'est logique. Si tu regardes bien le premier select, c'est quoi? C'est ID3. ID3 est égal à at et description black hat. Name, description, c'est ce qu'on lui demande. Ensuite, on a notre union. Et le deuxième, c'est select username password à partir de count. Et là, si je prends le username, le password, alors il n'y a pas les emails, t'as vu, mais je prends tout et dans account, on a vu qu'on avait 3 comptes, admin, staff, user, avec leur mot de passe respectif. Alors tu peux aussi faire un union sur une donnée bien précise que tu as choisie. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un select name description à partir de products où l'ID est égal à 3 et on va faire un select sur example et data. Donc là, tu vois que dans la deuxième partie, après l'union, qu'est-ce qu'on fait? On lui précise des strings. D'accord? On lui précise des strings et c'est moi-même qui les injecte en fait dans la requête. Le résultat de la requête, c'est une table qui contient donc la ligne avec notre élément chapeau. Et je lui ai fourni quoi? Ce qu'on appelle un custom row. Je lui ai fourni une ligne avec les données que j'ai décidées. Je lui ai dit, écoute, si le premier, tu me renvoies hat et black hat, moi, je veux que la ligne suivante, ça soit exemple et data. D'accord? Et tu vois que exemple vient s'intercaler dans la colonne name et data vient s'intercaler dans la colonne description. D'accord? Donc ça, on va utiliser typiquement une console
hein. On va se connecter à la base de données sur un port précis en tant que root ou en tant qu'un autre utilisateur. On va lui demander de sélectionner une table et en fonction de ça, ou une base de données, hein, c'est le premier truc qu'on fait, et on va soumettre, hein, des requêtes à la base de données et on va récupérer les résultats. Donc ça, c'est pareil. On a deux types de... Quand tu es administrateur de base de données, t'as soit tu te connectes via une interface graphique qui va naturellement t'aider, soit tu peux faire tout en ligne de commande. D'accord? Le but, c'est de la logique, de la pure logique. D'accord? La logique appliquée à la base de données via vos déclarations, via vos requêtes, va vous retourner les résultats et uniquement les résultats que vous demandez à la base de données. D'accord? Donc on commence avec des requêtes très simples et après ça va être très compliqué. Alors, je te donne un exemple. Qu'est-ce qu'on a? Ce code, en fait, il contient du PHP, hein, et c'est un exemple de quoi? De l'interconnexion à une base MySQL et à l'exécution d'une requête. Alors, on a nos 4 premières lignes. Techniquement, qu'est-ce que je fais? Je déclare et initialise 4 variables, dbHostname, dbuser, dbPassword, dbName, et je leur donne une valeur à chaque fois. D'accord? Là, techniquement, adresse IP, mais ça reste un string, donc je le mets en single quote et j'oublie pas de faire mon point virgule. Username, pareil, point virgule. Password, pareil, point virgule. Database, entre single quote aussi, comme les 3 autres, point virgule. Ensuite, on déclare une nouvelle variable qui s'appelle connexion. Là, on utilise la fonction MySQL underscore connect. D'accord? Je veux me connecter à MySQL, mais ça attend. Pourquoi? Pour pouvoir te connecter, ça attend des variables. On lui passe quoi en paramètre? On lui passe les 4 variables qu'on vient de définir. dbHostname, user, password et name. Ce qui est logique. Je veux me connecter à un serveur, il me faut l'adresse IP en tant que tel utilisateur, là c'est username, avec tel mot de passe, là c'est password, et je fais un appel vers une base de données qui a un nom, là elle s'appelle base de données, database, d'accord? Point virgule. Ensuite, on a notre $query. Donc à chaque fois qu'il y a un dollar, tu as compris que c'était une variable. La variable est égale à quoi? On veut exécuter une requête, d'accord? Dans du code PHP et interconnecter notre base MySQL. On a interconnecté déjà la base MySQL. On s'est connecté avec notre $connection. Maintenant, on va exécuter une requête. Cette requête, il faut que je lui passe la requête. Là, c'est du langage SQL. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un select name description from product where ID 3. Donc ça, je sais que ça va me renvoyer black hat, d'accord? Et je fais un union select username password from account. Et on a vu le résultat. Avant, ça va d'abord m'afficher le chapeau et ensuite ça va m'afficher tous les noms d'utilisateurs, tous les mots de passe à partir de la table account. Tu vois que je referme avec un point virgule, je ferme mes doubles quotes puisque je les ai ouverts au niveau de select et fin de l'instruction. Pareil, point virgule, faut pas l'oublier, sinon la base de données va te faire un petit doigt. Elle va te dire vérifie ta syntaxe. Ensuite, on a fait la requête, on est interconnecté, j'ai déclaré mes variables, on s'est connecté à la base de données, on lui a demandé d'exécuter la requête. Mais il faut l'afficher. D'accord? Donc cette fois-ci, une nouvelle variable, result. D'accord? Avec le petit dollar toujours. Et là, cette fois-ci, on fait appel. Hein, on a utilisé MySQL underscore connect pour se connecter. On utilise MySQL underscore query pour faire la requête. Donc on utilise connexion. Hein, puisqu'on a déclaré la variable, on va la réutiliser dans notre code, et la requête, on lui passe en paramètre la requête. Là, on effectue à proprement dit l'exécution de notre requête, point virgule. Et enfin, je te disais, oui, il faut les résultats. Donc, on va faire un display result, une autre fonction qui nous permet d'afficher. Et qu'est-ce qu'on veut afficher? Qu'est-ce qu'on lui passe en paramètre? Tout simplement la variable du dessus qui est result. Et result, elle est égale à MySQL underscore query, et on lui place le variable connexion, variable query, et le point virgule à la fin. D'accord? Donc, vous voyez, si vous comprenez un petit peu ce qu'on fait, c'est pas vraiment compliqué. Hein, il faut juste prendre les choses encore une fois, bien initialiser, déclarer tes variables et penser à la logique. D'accord? Je commence par définir mes variables, ensuite je peux me connecter, j'effectue la requête et grâce à la connexion, la requête, je peux faire ma requête et afficher les résultats. Alors,
Ça, c'est ce qu'on appelle une static query, d'accord? C'est une requête statique, d'accord? Par exemple, ça va être au sein d'une page PHP, d'accord? Donc, $connexion, en fait, c'est un objet qui fait référence à la connexion de la base de données, hein, c'est ce que je t'expliquais. $query, ça contient la requête. MySQL query, c'est une fonction qui va soumettre la requête à la base de données. Et le display result, cette fonction, ça va rendre la data. Rendre la data, en fait, c'est quoi? C'est l'output, l'afficher, hein, dans ton navigateur. Puisque, rappelle-toi, si tu recherches des chapeaux, des gens, ou justement l'avion le moins cher quand tu vas faire un Paris-Los Angeles, le but, c'est que l'application web te rendre ce service et affiche les prix des avions des différentes compagnies si tu veux faire un Paris LAX. Alors, comment ça fonctionne? Puisque, en fait, du SQL, des requêtes SQL, il y en a partout, hein, dans vos applications web, hein, applications web qui tournent sur un serveur web. Mais tu te rappelles que tu as la base de données côté backend. Donc là, on parle de MySQL. Voilà un exemple, hein, et vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, c'est une succession d'étapes. Si on doit parler de l'anatomie et de l'interaction entre le code PHP et la base de données, configuration, connexion, définition des requêtes, hein, soumission et usage, hein, on va afficher les résultats, on se sert de ça. Pourquoi? Pour que ça nous rende un service. Ça nous affiche les résultats qu'on a demandé. Alors, ça c'est du statique. Mais très souvent, il y a quoi? Le problème, c'est que c'est du dynamique. Et quand on fait du dynamique, quel est le problème? Ça peut être vulnérable. D'accord? Alors, quelle est par dichotomie, si c'est pas statique, c'est dynamique. D'accord, parfait. Si c'est dynamique, tu comprends un peu la logique? C'est tout simplement que la requête va être construite en fonction des entrées utilisateurs. D'accord? Et j'en reviens à mon exemple, tu veux ton Paris LAX, Los Angeles, l'aéroport de Los Angeles, en quoi? Le moins cher possible, à telle date, à telle heure. D'accord? Et là, typiquement, vous avez du code, un snippet qui est dynamique, hein, c'est une requête dynamique, mais qui est vulnérable. D'accord? Alors, on a ID, notre $get, hein, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut récupérer la valeur de notre paramètre, hein, c'est ID qu'on lui passe en paramètre. On a le connection, et on voit que dans notre $query, on fait quoi? On demande l'ID doit être égal à la valeur de la variable ID qu'on a définie au-dessus. D'accord? Alors, il est où le problème concrètement? Je vous ai dit, encore une fois, hein, comme les XSS, comme tout, quand on parle d'application web, les entrées utilisateurs. D'accord? Je dois les analyser, les évaluer, faire un contournement, un bypass, hein, sur certains caractères, sur certaines choses que me transmet l'utilisateur. Je dois vérifier que ça a été bien, intégré, hein, au niveau de ce que m'envoie l'utilisateur avant que je le fasse parvenir au back-end. Et je dois faire ce principe de nettoyage, d'accord, des entrées. Grosso modo, là, l'utilisateur, il fournit une entrée pour fournir la requête. D'accord? On a vu que le paramètre ID, on le passe via une requête GET, hein, en HTTP. D'accord? Et ce code, il est soumis directement après à l'arrière-cour. C'est une requête qui est faite en base de données. Donc le comportement est très dangereux. Pourquoi? Encore une fois, si c'est un Janine, ça va passer. Si c'est Toto le hacker, c'est un acteur malicieux, il va pouvoir exploiter tout simplement cette construction, hein, au niveau de la requête, et prendre le contrôle de la base de données, hein, au niveau de son interaction. Alors on va voir un peu comment on fait ça. Alors, c'est là qu'il y a un souci. Select name description from products where ID equals ID, hein, ID value. Donc, l'ID value, c'est quoi, hein? Qu'est-ce qu'on attend en fait techniquement? On va sélectionner le nom, la description à partir de la table produit où l'ID est égal à 1. D'accord? Pas de problème. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Je peux faire la même chose, remplacer ID 1 par quoi? Par exemple, hein, ça marche aussi. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la même chose et lui passer là un autre string qui s'appelle IT D free, d'accord? Ou n'importe quel autre string. Donc,
la requête s'adapte en fonction de quoi? De la valeur qu'on donne à ID. Et cette valeur, elle représente quoi? Tout simplement l'input, hein, qui est passé, qui est transmis par le serveur web, donc c'est l'utilisateur qui fait ça, à la base de données. Et ça, c'est le serveur web qui transmet au back-end. Donc je t'ai dit, c'est là qu'on va pouvoir jouer sur la logique, casser la logique. Si on casse la logique, alors on a peut-être gagné, d'accord? Qu'est-ce qui se passe maintenant si Toto le hacker, il va crafter, hein, il va créer une valeur qui change totalement la requête, hein? Je te donne un exemple, qu'est-ce que je fais? Un single quote où A est égal à A, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis ID, il attend une valeur, d'accord? Donc en fait, lui, il ouvre le premier single quote. Il attend que tu lui rendes, par exemple, ID 13 et il va refermer automatiquement pour toi. Et là, il t'affiche le résultat. Donc si tu te concentres sur ce qui est en gras, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer, le premier single quote va fermer l'ID, donc l'ID sera vide, ou je lui demande une deuxième condition, je lui dis le string A est égal au string A. Et tu vois que je remets pas le dernier single quote. Pourquoi? Parce que je t'ai expliqué que lui le fait à ta place. D'accord? Il ouvre le single quote, tu lui mets ID 13, il referme avec un autre single quote et il passe à la fin de l'instruction. Donc nous, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui injecte notre single quote, white space or white space single quote A, single quote égale single quote A. C'est comme si on referme la valeur d'ID, elle devient nulle, on met un blanc, on lui met ou, on met un autre blanc et on lui dit est-ce que A est égal à A? Et ça, c'est un booléen, c'est toujours vrai. A est égal à A, oui. B est égal à B, C est égal à C. D'accord? Par contre, B n'est pas égal à C. C n'est pas égal à A. D'accord? Mais 1 est toujours égal à 1. 0 est toujours égal à 0. 9999 est toujours égal à 9999. Vous suivez? On détourne la logique puisque on demande plus une chose, une condition, mais deux conditions. D'accord? Je lui dis, la première condition, vérifie que l'ID est vide. Bah oui, il est vide. On n'a rien mis dedans, on a refermé avec le single quote. Et deuxième condition, vérifie si c'est vrai. D'accord? Est-ce que A est égal à A? Donc qu'est-ce qui va se passer? La première condition, elle n'est pas remplie. Hein? Donc le moteur SQL, hein, c'est un moteur de base de données, va considérer euh, la seconde condition comme un OR. D'accord? Donc si la première condition n'est pas comment dire, atteinte, hein, tu passes à la seconde. Ou vérifie ça. Hein. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui, ça bug, la première, il se pose pas de questions, il fait où? Ah ouais, je dois vérifier ça. Et là, il vérifie ça, et c'est nous qui lui donnons quoi? La seconde condition. On sait. Oui, on sait qu'il va l'évaluer et on sait que nous, on a déjà évalué dans notre petit cerveau, on sait que cette condition, c'est un booléen et c'est toujours vrai. Pourquoi? Parce que bah, A est toujours égal à 1. Dans d'autres mots, d'accord, on dit à la base de données de sélectionner tous les équipements, les objets, pardon, en base de données dans la table produit. Et là, ça devient complètement dingue, d'accord? Pourquoi? Parce que bah, le ID est vide, donc elle va tout balancer, et la condition est vraie. Donc là, c'est une requête bien formée en termes de syntaxe. On a équilibré notre charge utile à gauche et à droite. Elle s'exécute. Par contre, elle est totalement mal formée parce que on va accéder à l'ensemble des produits de la table products. Alors là, tu vas me dire, ouais, on s'en fout de savoir. Oui, mais qu'est-ce que je te dis? T'as vu qu'il y a une autre table, il y a une autre table, et là, ça va être extrêmement sensible, puisque on va pouvoir, à l'inverse, quoi, bah, taper tout ce qu'il y a dans la base, la table account, et avoir tous les noms d'utilisateurs, tous les mots de passe, et tous les emails associés. Voilà comme ça. C'est comme ça qu'il y a des fuites de données. C'est comme ça que les sites se font pirater des millions et des millions et des millions de comptes. D'accord? C'est comme ça que vos emails, vos mots de passe se retrouvent dans la nature, ni plus ni moins. Donc on voit que c'est très très puissant. Alors, on continue dans le délire. Si vous avez suivi ça,
on va pouvoir également utiliser union. La commande union, et qu'est-ce que je peux lui fournir? Et ben là, c'est pareil. Je referme avec un single quote, je fais mon union select username password from account where A est égal à A. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on change la requête originale, ça devient ce que vous avez maintenant sous les yeux. On referme notre ID, on passe directement à l'union, et là, on lui redemande, on lui soumet une autre requête. Une autre requête avec une autre condition. A est égal à 1, et vous avez bien compris que comme c'est vrai, c'est pareil. On va pouvoir tout simplement demander à la base de données de sélectionner tous les éléments, tous les objets qui sont présents en base de données, qui ont un ID vide, puisqu'on n'a pas donné de valeur. Donc c'est, comme en anglais on parle de empty ID, on parle d'empty set, c'est-à-dire que, en gros, je vais faire une sélection, mais qui est vide, et automatiquement, je teste autre chose via mon union, et là, je vais récupérer tous les records, tous les enregistrements, toutes les entrées en base de données dans la table count. D'accord? Donc, en utilisant ces connaissances poussées, au niveau des bases de données, ce qu'on appelle le DBMS, donc le Database Management System, et ses fonctions, un attaquant va pouvoir attaquer une base de données dans son entièreté, dans sa globalité, d'accord, qui est utilisée par une application web. Et là, c'est très dangereux. Donc, pour exploiter une SQLI, pardon, en fait, il faut trouver le point d'injection. C'est le plus dur. Et une fois que vous avez trouvé le point d'injection, il va falloir trouver le bon payload, la bonne charge utile qui va permettre quoi? De prendre le contrôle via une requête dynamique. Alors, première étape, on va identifier le point d'injection. D'accord? En fait, il va falloir tester quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les requêtes dynamiques sont quoi? Sont vulnérables parce que l'utilisateur peut fournir quoi? Au serveur web des entrées qui seront passées côté backend. Donc, qu'est-ce que tu dois tester? Si tu réfléchis un peu, tout simplement, tous les paramètres, toutes les entrées utilisateurs qui vont pouvoir être fournies par l'utilisateur. Si Toto peut tester plein de choses et faire des entrées un peu partout, je dois tester tous ces points qui sont peut-être des points de défaillance et qui vont permettre une injection dynamique de SQL. D'accord? Donc, tout ça, on les appelle des points d'injection. D'accord? Et c'est utilisé dans une application web. Donc, il va falloir simuler du happy pass, comme on dit. Quand tu commences à faire du pen test sur une application web, tu te fais passer pour ma grand-mère, pour tante Janine, et tu commences à utiliser toutes les fonctionnalités du site web pour comprendre les mécaniques sous-jacentes, pour comprendre la logique, en fait. Qu'est-ce que te rend comme service le site? Où c'est que tu peux écrire des commentaires? Où c'est que tu peux rentrer des entrées utilisateurs? Et là, ça, tu vas mapper dans ta tête, avec ton expérience, tu vas commencer à comprendre comment fonctionne le site, d'accord? Et peut-être les appels qui sont faits, qui sont passés en base de données. Même si pour l'instant, tu n'as aucune interaction, tu peux commencer à imaginer, deviner. Alors, tu vas me dire, ouais, mais bon, t'es gentil, c'est quoi en fait toutes les entrées utilisateurs? Il y a beaucoup de choses. Mais on pourrait résumer, ça peut être tout simplement tous les paramètres GET qui vont être passés, protocole HTTP, POST, pareil, paramètres en POST, tout ce qui est header, donc les entêtes au niveau du protocole HTTP, le user agent, le cookie, l'accept, et il y en a plein d'autres. C'est pour ça que vous devez parfaitement maîtriser le protocole HTTP. Ça aussi, c'est un gros morceau. Et puis tout simplement toutes les entrées qui seront testées si vous êtes un pentester professionnel. D'accord? Donc ça, je peux pas vous donner une liste exhaustive. Ça va changer en fonction des pentests que vous allez faire sur les applications web. C'est à vous, avec votre expérience. C'est pour ça qu'il faudra bosser comme des durs pour devenir bon et comprendre en fait où c'est que éventuellement je pourrais trouver une entrée utilisateur qui pourrait mener à une SQLI via une requête dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Les entrées utilisateurs, si on veut faire une SQLI, on va tester nos injections. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle des string terminators, c'est-à-dire le single et le double quote. Pourquoi? Parce que tu as vu que ça permet de commenter, d'accord?
Donc pourquoi? Bah, parce que tout simplement, hein, quand on travaille sur des chaînes, tu as vu que, les variables sont égales à quelque chose, hein, et généralement, c'est encapsulé dans un single quote ou un double quote. Donc en mettant trop ou pas assez, je vais pouvoir jouer là-dessus, hein, puisque le principe en programmation, tu le sais, si tu ouvres avec un simple guillemet, généralement derrière, il faut fermer avec un simple guillemet. Si tu ouvres 3 fois dans ta requête imbriquée, que ça soit en SQL ou dans d'autres langages de programmation, il faudra fermer 3 fois avec ton single quote, d'accord? Si c'est du double quote, c'est pareil. Ensuite, le select union et tant d'autres, hein. Toutes ces commandes, il va falloir les connaître, en SQL parce que ça va nous permettre justement de détourner la logique, d'accord? De faire ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est exfiltrer des données importante de la base de données, surtout de la table qui nous intéresse, hein. Si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, la table objet, vêtements, ça m'intéresse pas. La table account, hein, compte utilisateur, avec le nom de l'utilisateur, son mot de passe et son adresse mail, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. D'accord? Et les commentaires. Pourquoi? Parce que les commentaires, ça va vous permettre de faire des requêtes mal formées qui feront, feront en fait une SQLI. D'accord? Si je commente avec dièse ou mon double dash, double tiré, je peux commencer à injecter et à faire sauter des parties de la vérification des requêtes qui sont faites par le moteur de base de données. Et ça va être intéressant, vous allez le voir par la suite. D'accord? Le but, c'est de pousser à la faute l'application web. Regardez s'il n'y a pas des choses bizarres qui se passent. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas, on n'est pas en train de détourner la logique? Est-ce qu'on n'est pas en train de casser les vérifications qui sont faites? Est-ce que l'application web, elle n'agit pas de façon étrange? D'accord? Toujours la règle de base. On teste une injection à la fois. D'accord? Sinon, tu ne vas pas pouvoir comprendre ton vecteur d'injection. Hein, si il est réussi ou pas. Et parfois, bah, il faudra le faire en aveugle. Et ça, c'est ce qu'on appelle du blind injection. Des injections en aveugle, ce sont les plus difficiles. Généralement, on les automatise via des scripts. Le plus connu, le programme que vous connaissez tous, c'est SQL Map. C'est comme ça que Rabin des Bois est devenu célèbre. Non pas parce que c'était un putain de hacker, mais parce qu'il a utilisé SQL Map contre une grande école. Hein, je crois que c'était HEC. Voilà. Voilà comment il est devenu célèbre. Rendons à César ce qui est à César, s'il vous plaît. Donc, comment on trouve des SQL? Bah, tout simplement, tu vas te balader. Tu vas te balader et tu vas faire ce qu'on appelle, je t'ai dit, du happy pass. Hein, c'est-à-dire, on va se balader joyeusement sur la page. Et là, si je te donne un exemple, tu vois, ça s'appelle Selfie for You. Le site, c'est victim.site. Et c'est super cool. Je vois qu'il y a plein de gens qui peuvent poster des selfies et techniquement, on a le nombre de vues, hein, de l'image. On a voilà un site on ne peut plus classique avec bah, ces images, hein, qui se présentent, ces différentes petites diapos. Quand je clique sur une image, hein, je peux la mettre en plein écran. Et généralement, c'est comme ça, hein, que la plupart des utilisateurs aiment voir les images. On commence avec une image qui est réduite, hein, et puis on va pouvoir l'agrandir. D'accord? On voit qu'on a également un bouton About, hein, donc au sujet du site, et on voit qu'on a un bouton Upload. Intéressant. Donc tu vois, je suis en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je vois cette photo du papy, du chien, et je vois qu'elle a 130 vues, juste au-dessus. D'accord? Et je commence à regarder ma barre d'URL. Qu'est-ce qui se passe? On a notre site, on voit que ça pointe, c'est quoi le pass? On va sur view.php. Donc là, on appelle un, un fichier en PHP. On a notre query string et je lui passe quoi? ID égale à 1141. D'accord? Donc là, on est en train de travailler sur notre paramètre qui est l'id. Et l'id, il est égal à une certaine valeur. Pour arriver à cette photo, si id est égal à 1141, vous l'avez compris, on arrive sur cette image précise. Vous voyez la logique, hein? On commence à analyser, tout simplement. Ok, donc on a l'id, on va faire un get dessus, hein, pour récupérer la valeur, et quand bah, ça tape sur le 1141, bah, je sais que je vais pouvoir récupérer la photo de notre petit chien.
super cool. Mais du coup, est-ce qu'on peut pas tester s'il y a une vulnérabilité? D'accord? Vu qu'on travaille maintenant, on sait qu'on a peut-être un paramètre faillible. C'est ID. Eh ben, ID est égal à 1141. Mais qu'est-ce qui se passe si je lui mets ID est égal à moins 5000, valeur négative? Je sais pas comment va réagir l'application. Hein. Si je lui dis ID est égal à A, d'accord? Ça attendait un chiffre ou un nombre, je lui donne une lettre, d'accord? Ou un caractère spécial. T'as compris où je veux en venir? On va faire bugger l'application. Je veux qu'elle m'envoie des messages d'erreur et peut-être en poussant la base de données à m'envoyer des messages d'erreur parce qu'elle va venir chialer au site web, elle va dire ouais, j'arrive pas à afficher ce que tu me demandes. Elle va nous envoyer des informations sur la base de données. Et c'est exactement ce qu'un hacker cherche. Ah, tu vois qu'elle est en train de chialer, comme je te disais. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas allé très loin. Tu vois, on a laissé le 1141, on lui a mis quoi? On lui a mis justement un string termination. Hein. Donc la fin d'une chaîne de caractères, je t'ai expliqué, c'est termine par un simple ou un double quote. D'accord? Là, on n'a pas ouvert, mais on ferme. Donc ça fait bugger. Ça fait bugger. Donc si on a ce message d'erreur, qu'est-ce que on vient de trouver? On vient de trouver notre point d'injection. On sait que c'est le paramètre ID qui est notre point d'injection, que le paramètre ID est faillible et on peut pousser la base de données en erreur. Qu'est-ce qu'il dit? MySQL fetch array, expect parameter 1. Il dit, écoute, au niveau de cette fonction, j'attends quoi? J'attends le paramètre 1. Mais là, visiblement, hein, il dit, écoute, moi j'attends un entier, un paramètre 1. Et là, visiblement, tu commences à il y a des booléens. Hein. Regarde au niveau de view.php hein, qui est situé dans var ww à la ligne 32. Tu vois? Donc c'est intéressant. Qu'est-ce que je fais? En fonction du message d'erreur, je peux identifier la base de données, MySQL, donc c'est du MySQL. Je vois que le view.php qui se charge dans mon site, là, dans mon URL, avec mon query string, je fais le paramètre ID. Il est quoi? Il est défini ligne 32 et ce fichier view.php, il est présent à la racine du serveur dans var ww. Pourquoi c'est intéressant pour moi? Bah tout simplement, imagine que je veux lire un fichier qui est à la racine dans ETC et qui s'appelle passvd, d'accord? Où il y a tous les utilisateurs. Je pourrais commencer à faire une injection. Hein, en quoi? Faire du pass traversal via une LFI et lui dire point point slash etc slash shadow, d'accord, ou passvd, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sors de www, je me retrouve dans var, à nouveau, je sors de var, donc je me retrouve à la racine du système de fichiers unifié Linux, et je vais dans etc, et dans etc, il y a quoi? Il y a shadow avec tous les mots de passe, d'accord, hachés des utilisateurs, même celui de l'administrateur, et j'ai passvd où je peux lister tous les utilisateurs qui sont présents sur la machine. Extrêmement puissant pour moi. Donc vous voyez comment on va se servir en fait d'une SQLi soit pour pousser d'autres attaques, soit on va se servir de la SQLi pour attaquer vraiment le backend, donc la base de données, et faire exfiltrer des données. Voilà pourquoi on a les cyberattaques que vous entendez tous les jours. C'est grâce à ces techniques. Donc, encore une fois, le but c'est de trouver toujours toutes les vulnérabilités. Hein. Si vous faites un pentest, il ne faut pas s'arrêter parce que tu as trouvé une vulnérabilité. On ne te demande pas de trouver une vulnérabilité, on te demande de trouver toutes les vulnérabilités. Ça fait une grosse différence, d'accord? Donc tu dois tester aussi toutes les autres entrées. Il faut pas s'arrêter à la première injection. Ah, j'ai trouvé un point d'injection, ouais, je suis trop fort, t'as vu, hein, je suis un putain de pentester. Et non, il va falloir injecter, continuer à injecter, faire du burp proxy, tester les headers, les cookies, tous les paramètres post, d'accord? Parce qu'un simple get, ok, c'est cool, mais il y a plein d'autres choses, d'accord? Tu dois déplacer, hein, t'es sur un champ, il y a des milliards de cailloux, tu dois tester tous les cailloux, d'accord? Tu dois les déplacer et voir s'il y a rien en dessous. Tu pourrais peut-être trouver d'autres points d'injection, d'accord? Donc c'est un travail minutieux, il va falloir analyser la surface d'attaque, trouver vos vecteurs d'attaque. Et là, si on parle de SQLA, bah, c'est nos points d'injection. Donc,
la surface d'attaque. Maintenant, vous savez, header, cookie, paramètres post, hein, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que excellente connaissance de SQL, excellente connaissance du protocole HTTP et comment fonctionnent vos navigateurs, comment on fait une requête en post, comment on fait une requête en guest, d'accord, qu'est-ce qu'un cookie, quelles sont les options du cookie, tatati tatata. Donc tout ça, il faudra creuser. Alors, qu'est-ce que je fais là? Bah si tu regardes tout en haut, post, pass, login, ok? J'ai le chemin, c'est ma variable, et je tape dans login PHP, c'est protocole HTTP1, dernière version, je fais une requête en post, j'ai le host, le user agent et tout ça, le referrer, hein, on voit que ça pointe bien vers le pass du victim site, ok, on a notre cookie de session PHP cecil, le keep alive parce que j'ai envie aux prochaines communications que le serveur garde ouverte de la communication, et tu vois que c'est du quoi, www form encoded, c'est normal, c'est ce qu'on utilise pour communiquer avec l'application. Le message fait 35 octets, 35 bytes, et on a deux variables séparées par un éperluette. J'ai username et j'ai password. Username est égal à username et password. Par contre, tu vois que username, je suis quoi? Je suis en train de casser. Je suis en train d'injecter. D'accord? Donc dans username, je mets un caractère qu'il n'aime pas. Hein, si vous vous rappelez les précédentes vidéos, je vous ai dit que généralement on utilise un encodage pour transmettre les données, pour s'assurer que les données sont bien intègres, elles n'ont pas été modifiées en cours de route, et c'est plus facile pour nous, et ça nous évite d'avoir des problèmes de quoi? De caractères spéciaux. D'accord? Et dans plein de langues, le français c'est le meilleur exemple, on a des caractères spéciaux. D'accord? Un accent grave, un accent aigu, un américain, il sait pas ce que c'est, il s'en fout. Hein, il va dire, mais c'est quoi ces Français? C'est quoi leur accent là sur le E, sur le A? Je comprends pas, on n'a pas ça chez nous. D'accord? Bah, l'application, c'est pareil, elle va bugger. Elle va dire, attends, c'est quoi ça, ouais, single quote? Moi, j'attends, tu vois, des lettres. Pourquoi il me donne pas des lettres? Là, entre le A et le N, username, il me met un single quote. Ça va faire bugger. On est en train d'injecter dans le paramètre post. D'accord? On a deux paramètres. Parce que quoi, il y a deux variables, username et password. Là, dans username, je suis en train d'injecter, et c'est une requête, en effet, en post. D'accord? Donc, trouver tous les points d'injection, c'est une partie du boulot. D'accord? Mais pour exploiter de façon, comment dire, réussie une SQL, il faut connaître les bonnes techniques. D'accord? Donc, après avoir testé de façon manuelle, hein, des exploits et comment injecter, le but, vous le savez, il y a tellement de paramètres et on va faire des requêtes tellement complexes et ce qu'on appelle des requêtes imbriquées, et on va travailler sur des constantes, sur des variables, sur des booléens, hein, on va travailler, on va encoder, on va décoder, on va offusquer, donc ça va être de l'injection très très complexe. Donc vous le savez que si on le faisait à la main, ça prendrait des semaines, des mois. Donc il faut automatiser, et on a des outils dont le plus connu dont je vous ai parlé, c'est notre ami SQL Map. D'accord? Euh, donc voilà, on a des booléens, toute la logique est définie, hein, au niveau de notre charge utile par la logique booléenne. Hein, les booléens, vrai, faux, 0, 1. 0 est égal à 0, 1 est égal à 1 en mathématiques. Hein. En mathématiques, 1 n'est pas égal à 0, c'est différent d'eux. D'accord? Bah c'est pareil, et 0 n'est pas égal à 1, 0 n'est pas égal à 2, ni à 3. D'accord? Donc en se basant sur cette logique booléenne, on va forcer la requête à inclure d'autres entrées qui n'étaient pas prévues à la base. D'accord? On détourne la logique. Ça, c'est les bases de l'injection des SQL basées sur la logique booléenne. Boolean-based SQLi, pardon. Alors, dans les exemples précédents, hein, je vous ai montré comment on pouvait crafter une charge utile, donc créer de toutes pièces pour forcer la requête à nous renvoyer toutes les entrées, hein, en table. Donc là, on ferme single quote et A est égal à 1. Ça, je vous l'avais pas dit, mais c'est justement la logique booléenne. Hein. C'est une BBSI, Boolean Based SQLi. Donc, si tu as suivi jusque-là, en fait, une Boolean Based basée sur les booléens, c'est quoi? C'est transformer tout simplement une requête en vrai ou faux.
au niveau de nos conditions, puisqu'on fait des statements, on fait des déclarations et on demande au sein de ces déclarations, quoi? Des conditions, d'accord? Qui vont tout simplement réfléchir l'état de la sortie au niveau de notre application web, d'accord? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et vous savez qu'en informatique, les booléens sont omniprésents, on s'en sert énormément en programmation et pas que. Alors on continue. Rappelle-toi, tu sais, il pleurait, il disait to be SQLi, Boolean given. Il te parlait de Boolean d'ailleurs dans le message d'erreur, d'accord? On sait que ID, ok, c'est notre paramètre qui est vulnérable. On a vu que on terminait avec un single quote et ça fout la merde. Continuons. Qu'est-ce que je peux deviner à partir de là? Je peux deviner la structure peut-être dynamique de la requête. Select les fields, les champs qui sont présents dans l'application, à partir d'une table, bah oui, tu tapes tout le temps à partir d'une table, où ID est égal à une valeur du paramètre ID. D'accord, pas de problème. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Donc, plus concrètement, sélectionne, on parle de photo, file name, d'accord, le nom de la photo et les vues, parce qu'on a vu que les vues s'affichaient juste au-dessus, à partir peut-être d'images, on a peut-être une table qui s'appelle images, ou pictures, où l'ID est égal au paramètre d'ID. Là, on a vu, pour le petit chien, c'est 1141, d'accord? Donc, si tu réfléchis à cette logique qui est définie par le développeur, on peut pousser quoi? On peut déclencher en fait une condition tout le temps vraie, et voir ce qui se passe, comment réagit en fait le backend. Et qu'est-ce que nous montre l'application web. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois que l'ID, le 1141, on le fait sauter. On fait notre string termination et on reprend notre booléen. Tu sais, A est égal à A. D'accord? Je ne mets pas le dernier single quote. Pourquoi? Parce que tu sais que l'application referme à ta place. D'accord? Pourquoi elle referme à ta place? Parce que elle ouvre déjà un premier single quote. Donc en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand on fait un single quote, le premier que tu vois avant le or, c'est pas pour fermer celui que nous met automatiquement, quoi, la base de données. Tu fermes automatiquement, en fait, en lui passant autre chose. Et c'est là qu'il va refermer. D'accord? Donc ça permet juste, en fait, d'équilibrer ta charge utile pour qu'elle soit bien interprétée. D'accord? Sinon, ça passerait pas. D'accord? Puisque l'application web, elle attend quoi? Une valeur et automatiquement, elle met un single quote. OK? Et un point virgule, elle exécute. D'accord? Donc ça, c'est l'application. Elle a cette logique et pour que ça soit bien interprété. Et là, tu vois que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus du tout sur la même photo. On n'est plus du tout sur la même photo et le nombre de vues est peut-être différent. Je me rappelle plus si on avait 116. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut continuer cette logique et tester, remplacer, je te dis quoi? A par 1. Et c'est vrai, 1 est toujours égal à 1. Donc tu vois que qu'on utilise des lettres ou qu'on utilise un chiffre, euh, ce qui compte c'est la logique booléenne. Et elle est respectée. A est toujours égal à A, 1 est toujours égal à 1. Par contre, B n'est pas égal à A n'est pas égal à B, et 1 n'est pas égal à 2, ni 2 est égal à 1. D'accord? C'est de la pure logique. Vrai ou faux. Donc d'un autre côté, on peut aussi pousser quoi? Là, qu'est-ce qu'on fait? On lui pousse que des choses qui sont vraies, true. Qu'est-ce que je peux faire? Lui pousser l'inverse, la condition fausse, c'est un booléen. D'accord? Donc je vais lui dire maintenant, je vais tester tout ce qui est faux. Alors je peux sortir n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je teste quelque chose de faux, je lui mets 1 est égal à 11. C'est faux en mathématiques. 1 n'est jamais égal à 11. 11 est égal à 11. 1 est égal à 1. Mais 1 est différent de 11. D'accord? Et là, tu vois que, pareil, autre réaction de l'application. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'image et le compteur, pareil. Moi, j'ai plus la vue, le nombre de vues. D'accord? Donc, il y a vraiment quoi? On voit qu'il y a deux aux extrêmes, vrai ou faux. Aux antipodes, on a une réaction de l'application web et de la base de données qui renvoie les informations totalement différentes.
Donc ça doit être pour vous un marqueur, entre guillemets, un pattern de la réaction, du comportement qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Vous savez que on peut commencer à injecter. Ça sent bon pour nous. Alors, une fois le, quand le testeur d'intrusion a trouvé une voie et qu'il a testé, condition vraie, condition faux, comment il peut demander à la base de données avec ces simples questions? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qu'on pourrait Comment on pourrait jouer? Ben, on pourrait jouer, par exemple, sur la première lettre, du nom d'utilisateur. On va lui passer A, d'accord? Est-ce que, éventuellement, on pourrait quoi? Interroger sur le nombre de tables? Est-ce qu'il y a 3 tables, 2 tables, 4 tables dans ta base de données? Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc on va commencer à deviner, on va c'est comme un jeu des devinettes quand vous étiez petit. On va poser de plus en plus de questions et on va nous renvoyer au début des informations morcelaires, fragmentées, mais à force de questions-réponses entre moi et la base de données, je vais quoi? Je vais récupérer de la donnée. Je vais récupérer de la donnée, je vais agglomérer cette donnée, je vais raffiner l'information et je vais avoir de la donnée en sortie qui est exploitable, qui est exfiltrée, qui est opérationnelle. Je viens de voler des données en base de données et de les exfiltrer. Ainsi de suite. Tu vois la logique? Donc en utilisant cette méthode, on peut librement faire des requêtes à la base de données. Et la base de données est super sympa. Si tu te trompes, elle va te donner des informations, elle va t'expliquer pourquoi t'es un nigo, t'es un âne. Et si tu te trompes pas, elle va te répondre gentiment, poliment. Elle va te donner toutes les informations que tu lui demandes. Le but, c'est d'être poli avec elle et de savoir lui parler pour qu'elle interprète bien ce que tu lui dis. Ok? Alors, on va utiliser 2 fonctions en MySQL, c'est le user et le substring. Substring sous chaîne. Qu'est-ce qu'une chaîne? Une chaîne de caractères, ça pourrait être Toto le hacker, tout collé. D'accord? Toto le hacker, c'est une chaîne de caractères. Très simplement, Toto le hacker, en français, est composé de 3 sous-chaînes. La première sous-chaîne, c'est Toto. La deuxième sous-chaîne, c'est le. Et la troisième sous-chaîne, c'est hacker. Ces 3 sous-chaînes forment la chaîne de caractères Toto le hacker. D'accord? Pour bien comprendre le principe de string et de substring que vous retrouverez partout. Et user, appel à la fonction user, je pense que j'ai pas besoin de te faire de dessin. D'accord? On parle des utilisateurs, naturellement. Alors, cette fonction user, en fait, elle va retourner le nom de l'utilisateur qui utilise la base de données en MySQL. Alors vous verrez en fonction des bases de données, c'est sensiblement tout le temps la même chose, d'accord? Il faudra adapter, parfois c'est la syntaxe qui change, et ça encore une fois c'est l'expérience. Plus vous allez utiliser différentes bases de données, plus vous allez comprendre comment elles fonctionnent. Mais si je fais un select user, point, virgule, fin de l'instruction, je répète, très important, tu vois que il va chercher dans user et il t'affiche quoi? Root at localhost. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une machine Linux, d'accord? Il y a pas de root sur Windows, donc c'est une machine Linux. Première déduction. Je sais que je suis root, ça veut dire que j'ai les pleins droits. Je suis le dieu dans la machine. Comme je dis toujours, arrobase, root est connecté quoi? À l'hôte local. Bien sûr, il est connecté directement sur la machine. Donc là, techniquement, on est connecté sur un ordinateur, on est rentré dans MySQL, on s'est connecté en route, et ensuite, quand je fais un select user et appel à la fonction user, on me renvoie ce que je suis. Je suis root connecté au localhost. D'accord? Et il te dit draw in set 0,00 secondes. Tu vois que là, je suis en local. Donc, et la base de données, elle renvoie que très peu d'informations. Donc, elle me dit, je t'ai affiché la ligne dans le set de données que tu m'as demandé, en 0 secondes. D'accord? Puisque c'est quasiment instantané. C'est instantané. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'informations et t'es connecté en local. D'accord? Quand tu interroges une base de données à distance, tu comprends bien que ça va mettre plus de secondes. D'accord? Là, tu es directement sur la machine et tu fais une requête directement sur la machine. Ça prend pas de temps. Maintenant, on va parler du substrings. Donc, ça va retourner cet appel à cette fonction
une sous-chaîne d'un argument qui est donné, d'accord? Ça peut prendre en fait 3 paramètres. On a l'input string, c'est la chaîne d'entrée de l'utilisateur, la position de cette chaîne, de ce sous-string et sa longueur. Donc je peux lui donner, là dans l'exemple, il learn security, ok? Donc dans mon exemple, je peux lui donner quoi? Je peux lui donner TotalHacker de 1, d'accord? Qu'est-ce que ça va me renvoyer? Substring et ce que je lui ai mis comme paramètre. Premier paramètre, TotalHacker. Ensuite, 2, la position de la sous-chaîne et sa longueur, 1. Alors les fonctions, elles peuvent être utilisées comme un argument et qui est passé à d'autres fonctions. D'accord? J'utilise une fonction et je passe d'autres fonctions. Qu'est-ce que je passe là? Là, je passe select substring. Je lui mets quoi? Premier paramètre, l'input. Bon, c'est user, cette fois-ci que j'utilise, qu'on a vu précédemment. Position 1, longueur 1. Là, c'est R. Intéressant. Tu corrèles les informations? On a vu quoi précédemment? User, c'est route. Route, ok? R-O-O-T. R est égal à 1, O est égal à 2, le deuxième O est égal à 3, T est égal à 4. Si je lui demande quoi? De m'afficher qu'un caractère, c'est le dernier 1 dans la requête, à la première position, et je lui demande quoi? De me retourner en fait la lettre, la première valeur. Mais si on décompose user, c'est R-O-O-T. Une lettre, la première, c'est R. Et c'est ce qui m'affiche. D'accord? Toujours en 0 secondes. T'as bien compris. Après, je vais pouvoir faire quoi? Modifier la position. Toujours prendre 1 en longueur. Et je vais pouvoir développer. Ou jouer sur les 2 autres paramètres. La position et la longueur. En fonction de ça, je vais énumérer la base de données. Je devine. Je te dis que c'est un jeu de devinette. D'accord? Il faut être curieux et il faut apprendre à jouer. C'est un nouveau jeu qu'on t'apprend. Ça s'appelle les SQLI. SQL aussi, ça te permet de tester la sortie d'une fonction au niveau de son booléen, de sa condition. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Là, je lui passe quoi? En substring, 1, 1, 1 est égal à R. C'est pareil. C'est le même résultat. Tu lui demandes si quoi? En utilisant en input la fonction user, première position, longueur de 1, est-ce que c'est égal à R? Il va vérifier. Comme je te disais tout à l'heure, en effet, R est bien la première lettre de la chaîne de caractères route. D'accord? Est-ce que c'est faux? Oui, si tu lui mets A, c'est faux. Si tu lui mets R, c'est la bonne lettre, il te dit vrai. Donc, si c'est vrai, c'est 1. Si c'est faux, c'est 0. Ça, faut bien retenir. D'accord? Donc, tu vois comment tu peux évaluer des conditions et en fonction que ça soit vrai ou que ça soit faux, c'est un peu comme si on t'affichait le résultat. D'accord? Tu lui suggères une valeur et te dit si c'est vrai, si c'est faux. Alors que tu m'affiches R ou que je te demande si R est bien la première lettre et que tu me répondes c'est vrai ou c'est faux, ça me donne le même résultat. Je sais que la première lettre de la chaîne de caractères, la première sous-chaîne, c'est quoi? C'est R. D'accord? Et je reprends l'exemple. Une chaîne de caractères, c'est route. R-O-O-T. Qu'est-ce qu'une sous-chaîne? Une sous-chaîne, ça peut être la première sous-chaîne R, deuxième sous-chaîne O, troisième sous-chaîne O, quatrième sous-chaîne T. D'accord? Il y a 4 lettres. Et en effet, si je concatène ces 4 sous-chaînes, R-O-O-T, j'obtiens une chaîne de caractères qui est route. Tu comprends? Donc nous, l'art de ces attaques, c'est de combiner, d'itérer les lettres des noms d'utilisateurs. D'accord? On va utiliser différentes charges utiles. Qu'est-ce que je peux faire? Je referme, single quote, or, sub str, c'est substring, ok? Et tu vois là, je passe user 1, 1, A. Après, 1, 1, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. T'as compris? Itération. Itération. On a combien de lettres dans l'alphabet latin? Je sais pas. Bon, j'en ai aucune idée. 25? 26? Alors, 25 ou 26? Bah, ça dépend. 25 si tu comptes à partir de 0. 26 si tu comptes comme un être humain. D'accord? On commence à 1. On commence pas à partir de 0. Mais qu'est-ce que je te répète tout le temps? Les ordinateurs, ils s'en foutent. Ils commencent à partir de 0. D'accord? D'accord? Et ça, vous le voyez tout le temps, en fait. Hein, le RGB. Vos écrans. 3 composantes qui vous affichent des couleurs. Ok? Le RGB, il est codé quoi? En 24 bits. 24 bits. Et on a quoi? On a 255 valeurs. D'accord? En effet, 255, on pourrait dire que c'est l'antinaturel qui suit 254 et qui précède 256. En informatique, on a quoi? On a ce codage. Et c'est vrai. 255, c'est 2 puissance 8 moins 1. D'accord? Donc on a 255 valeurs parce que on compte à partir de 0. En fait, on a 256 valeurs. Et c'est codé sur 24 bits. D'accord? Chaque canal de couleur a 8 bits alloués. 3 x 8, 24. Ok, jusque-là, tu suis? J'ai jamais fait de mathématiques. D'accord? Donc voyez, on va itérer. Et on va itérer tout ça. Je vous donne plein d'exemples, mais pour bien comprendre. D'accord? Donc on va tester. Là, on va tester 26 valeurs. 26 valeurs, mais c'est vrai si j'attaque quoi? Si j'attaque une base de données anglo-saxonne. D'accord? Parce que qu'est-ce qui se passe? Mais tu l'as vu, en allemand, je te disais quoi? En français, nous, au français, on a des caractères spéciaux, on a des lettres qui ont aussi des accents aigus, des accents graves, même des accents circonflexes. Incroyable. Ça ajoute, hein, les itérations possibles. D'accord? Et si je change carrément, je passe au cyrillique. Mais tu crois que je vais attaquer une base de données américaine anglo-saxonne comme je vais attaquer une base de données française? Comme je vais attaquer quoi? Une base de données japonaise avec les kanji? Ou chinoise? Ou arabe? Ou cyrillique? Hein? Les Russes, les Ukrainiens? C'est pas pareil. Pourquoi? Ben parce que, en fonction des langues, c'est pour ça que je vous dis le hacking c'est multidisciplinaire, c'est multifactoriel. Quand je vous dis que vous croyez que vous allez quoi? C'est que de l'informatique? Mais non, c'est de la culture générale. C'est pour ça que je te dis, enrichis-toi, lis, et puis tu verras que toutes les connaissances que tu peux avoir connexes, ça va te servir. D'accord? Parce que si tu comprends pas ça, si tu sais pas comment fonctionne la langue, hein, combien il y a de caractères dans la langue, bah pareil, si tu veux extraire des données, et il y aura beaucoup plus d'itérations. D'accord? Dans certaines langues, il y a plus que 26 caractères, comme dans le latin. Donc voilà, je te donne des exemples triviaux, tu vois, mais tu dois prendre en compte tout ça. Donc, si je reprends mon exemple, hein, on a vu, on va faire un substring user 1 sur A, après sur B, et après je fais quoi? Je fais un décalage. Hein, position 2, toujours longueur length de 1 octet, d'accord? Et je vais énumérer 2, B, C, D, donc A, B, C, D, E, F, G, H jusqu'à Z. Hein, ensuite je passe à 3, d'accord? Position 3, A, B, C, D, E, F, G, H jusqu'à Z, d'accord? Jusqu'à trouver le nom complet de l'utilisateur. D'accord? Et là, c'est quoi? Nous, c'est root. Donc, on va commencer à travailler, tu vois, directement même dans la barre du navigateur. Qu'est-ce que je fais? Mon string termination, white space, or substring user 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. D'accord? Donc, c'est ça qui va me permettre de énumérer et de savoir si tel utilisateur est présent dans telle base de données et le nom de l'application web, bref, je vais commencer à chercher. D'accord? Alors, là, dans notre exemple, on commence par la lettre S. D'accord? On suppose que, au vu de l'image, et peut-être on connaît ou pas, hein, on va essayer de vérifier si notre condition est vraie ou elle est fausse. Et en fonction de ça, on pourra déterminer. D'accord? Alors, on commence. On soumet toutes nos charges utiles. Donc maintenant, il faut être réaliste. Hein. Autant cette technique, tu vois que ça peut fonctionner sur quoi? Sur quoi? Parce que la plupart des utilisateurs, ils n'ont pas des trucs à rallonge.
non plus, hein. Moi, c'est Toto le hacker quand je me connecte à mon site internet, c'est peut-être saltimbanque, c'est peut-être, tu as aucune idée parce que tu connais pas ma vie. Là, ça devient plus long, hein. La chaîne de caractères, t'en as aucune idée parce que tu connais pas ma vie, ça commence à être très compliqué, tu vois? Donc si je dois tester tout ça, ça va être très compliqué, très, très compliqué, d'accord? Tu connais pas ma vie, mais ça va être très, très compliqué si tu veux essayer de me fingerprint et faire de l'OSINT sur ma petite personne dans la matrice. Là, c'est une chaîne de caractères encore plus compliquée, hein. Ouh, va falloir tester beaucoup, beaucoup de choses, d'accord? Heureusement, la plupart des gens, ils ont des alias, ils ont des sobriquets, ils ont des noms d'utilisateurs qui sont assez courts. D'accord? Donc je vais pouvoir deviner. Et puis en plus, il y a très souvent un root, et le root, c'est 4 lettres. Donc lui, il va m'intéresser. Mais plus sérieusement, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais très bien que si tu dois dumper, le dump, c'est quoi? Alors attention, attention, attention. Aussi, ça aussi, c'est important. Le, le dump, c'est exfiltrer des données d'une base de données. On parle de full dump, généralement même, là c'est le jargon, hein, des hackers. Quand on parle de dump, c'est qu'on a vidé la table entière de ces données. D'accord? On a dumpé la table, hein. Ça c'est le jargon qu'on a nous, en cybersec, qu'ont les hackers, qu'ont les black hats, les pirates, ce que vous voulez. Ok? Et il y a le drop, hein. Quand on fait un drop, c'est très très dangereux. Quand on fait un drop table, je vais détruire toutes les données qui sont en base de données. Donc ne confondez jamais un dump avec un drop, hein, ça n'a strictement rien à voir. Le drop pourrait être assimilé à soit une action qui est faite en base de données à la demande du client. Dans ce cas-là, on va effacer une table de la base de données ou carrément toute la base de données, ou ça peut être Toto le hacker qui est un acteur malveillant, un TA, un threat actors, comme on dit en anglais, et qui fait quoi? Du DOS, du déni de service. D'accord? Parce que pareil, le déni de service, tous les jeunes, là, vont me parler de déni de service, vous pensez que c'est quoi? C'est envoyer des requêtes à un serveur et le bloquer. Mais non. Le déni de service, c'est empêcher le bon fonctionnement d'un système d'information, d'une base de données. Si je commence à effacer les données, si je commence à effacer les tables qui regroupent ces données dans des lignes et des colonnes, si je commence à effacer toute la base de données, c'est du déni de service. J'empêche le bon fonctionnement du service. Je viens d'effacer ta base de données. Donc oui, c'est un déni de service, hein, d'accord? Donc, bien sûr, DOS, DDoS. Vous pensez que c'est des attaques réseau. Mais le DOS, à la base, le déni de service, ce n'est pas que du réseau. Ce n'est pas que temporairement ou complètement faire cracher un serveur grâce à des requêtes réseau. Ça, c'est qu'une partie du DOS. Hein, je te répète tout le temps, quand je te parle de brute force, tu me dis, ah ouais, le brute force, je connais. Mais non, mais les attaques de brute force, en fonction du contexte, de ce que tu attaques et tout ça, ça a plusieurs sens. Comme je te dis toujours, ah ouais, attaque de l'homme du milieu, ouais, ouais, je connais. Mais attends, des attaques de l'homme du milieu, il y en a des centaines, d'accord? En fonction de ce que tu fais, de quel contexte, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Homme du milieu, quoi? Sur le réseau? Homme du milieu, quoi? Sur le hardware? D'accord? T'es en train de faire des attaques de canaux auxiliaires? T'es en train de rerouter les courants électriques sur les pistes? D'accord? Sur le wafer? Et t'es en train de faire des attaques de canaux auxiliaires? T'es en train de voir quoi? 0 ou 1? Vrai ou faux? Les influx électriques? D'accord? Et t'es en train de rerouter ça vers un autre circuit qui va te permettre d'analyser et de casser peut-être la crypto? D'accord? Ce sont des attaques de l'homme du milieu, mais entre le gars qui lance Burp Suite ou Ethercap et le gars qui est en train de faire des soudures sur un microprocesseur pour essayer de faire des attaques de canaux auxiliaires ou un TPM qui gère de la crypto, c'est pas le même niveau de technicité et c'est aussi des attaques de l'homme du milieu. Mais il y en a une qui est totalement abscon, hein, pour le commun des mortels, alors que moi, ma tante Janine et tout ça, Ethercap, en un après-midi, je peux lui expliquer comment lancer 3 commandes et faire du DNS spoofing. D'accord? C'est une attaque de l'homme du milieu. Par contre, des gens qui sont capables de faire des attaques de canaux auxiliaires sur un microprocesseur, t'en connais beaucoup. Moi, j'en connais que quelques-uns dans ma vie. D'accord? Donc voilà. Et tu vas me dire, ah ouais, mais c'est pareil, c'est de l'attaque de l'homme du milieu. Oui, mais ça, c'est parce que on a
des grandes catégories d'attaques. Après, dans les faits, tu sais que c'est beaucoup plus complexe, hein. Et c'est pour ça, je te dis toujours, entre la théorie et le concept, hein, un très haut niveau d'abstraction. Ok, tout le monde peut parler à un très haut niveau d'abstraction. Regarde, moi, je suis pas un crack, j'apprends l'informatique entre guillemets sur YouTube, tu vois. Mais après, en très bas niveau, tu vois, pour maîtriser. Là, c'est pas quelques vidéos sur YouTube, je te l'ai toujours dit. C'est des milliers d'heures, des dizaines de milliers d'heures, des centaines de milliers d'heures, des millions d'heures pour s'approprier un sujet en bas niveau, hein. Et en très bas niveau, c'est quoi? C'est les zéros, c'est les 1. D'accord? C'est du binaire. C'est du langage machine. D'accord? Eh ben ouais, mais ça, il va falloir du temps. D'accord? Donc, quand vous débutez, vous allez voir que on en reparlait, hein, c'est le principe de la bêtise humaine, et c'est pas de ta faute. Tu penses tout savoir sur le monde, sur les gens qui t'entourent, sur l'informatique. Et plus tu vas creuser, plus tu vas te rendre compte que t'es comme tous les autres, t'es pas un génie, et qu'il y a plein de choses en fait que tu connais pas, parce que t'avais pas creusé. Tu pensais savoir quelque chose, mais ça c'est pas, tu vois, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande de parfaitement connaître une chose. C'est pas censé penser savoir que t'es bon, penser savoir que telle techno elle fonctionne comme ça, penser savoir que la solution est comme ça. Non, 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 il va falloir creuser, d'accord? Et ça va prendre du temps. Donc là, encore une fois, les gens me disent ah ouais mais c'est trop facile ce que tu nous montres. Mais attends, là c'est la formation JPT mon gars. Commence par ça et vas-y après défonce, passe toutes tes certifications, mais plus de 15, 20 000, 30 000, 40 000 euros dans des certifications, et t'inquiète pas, hein, t'auras le niveau d'un gars qui débute à la NSA, pas de problème. Mais encore une fois, moi je m'en fous, je te connais pas, fais-le pour toi, tu vois. Alors, viens pas me prouver des choses, moi je suis pas en train de te prouver que je suis le meilleur du monde et que tu vois. Si t'es sur ma chaîne, c'est que t'as envie d'apprendre. Après, qui je suis, ce que je fais dans la vie, tout ça, ça me regarde, encore une fois. Hein, c'est ce que je te disais il y a quelques minutes. Donc voilà, restez humble, hein. Là, on parle d'un très haut niveau d'abstraction. Il va falloir creuser dans les faits et ça sera toujours plus compliqué. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on commence avec un haut niveau d'abstraction pour comprendre les concepts et après, soi-même, on va venir creuser, on va venir se casser les dents et c'est du die and retry jusqu'à devenir un putain d'expert. D'accord? Mais ça se fait pas en 2 jours. Ça se fait pas en 3 mois. Ça se fait pas en 10 mois. Ça se fait pas en 2 ans. Des fois, certaines technos, le SQL est extrêmement complexe. Il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Il y a des gens qui apprennent en 2 jours ce que toi tu vas mettre 6 mois à apprendre. N'essaye pas d'être comme le gars qui est plus intelligent que toi, qui met 2 jours à apprendre ce que toi tu mets 6 mois à apprendre. T'occupes pas des autres. Tu pourras pas. De toute façon, c'est génétique. Soit t'es intelligent, soit t'es con. Si t'es con, bah tu vas peut-être mettre un peu plus de temps. D'accord? Et alors? Au moins donne-toi les moyens. Te dis pas, ouais, je suis con, lui, il est super intelligent, je vais jamais y arriver. Tu vas chialer. Mais non, sors-toi les doigts du cul. Oui, je vous le répète tout le temps. Mais n'essaie pas d'être meilleur que d'autres. D'autres seront meilleurs que toi. Et alors? C'est comme ça. C'est la vie. Ton seul ennemi, c'est toi. C'est toi, tes carcans, je vous le dis toujours, le premier truc que vous devez hacker, c'est votre cerveau. Mais arrêtez de faire, ah ouais, t'as vu, putain, j'ai vu la dernière vidéo de processus FIF, wow, il est trop bon le mec, j'arriverai jamais à atteindre son niveau. Mais tu sais pas, donne-toi les moyens, tu verras, peut-être tu seras moins bon, peut-être tu seras meilleur que lui, en fait, aucune idée, tu vois. Vous jugez pas à moi ce que je connais sur l'informatique. Ah ouais, ça t'en va, ok, ouais, je sais pas combien de temps il a fait de l'informatique pour connaître tout ça, mais on s'en bat les couilles, on s'en fout. Vous êtes en train de, encore une fois, mais c'est la société qui est comme ça, on vous a appris depuis tout petit à vous mettre en comparaison avec les autres. Ça, c'est de la merde. L'ego, c'est de la merde. D'accord? Bosse pour toi. Fais-le pour toi. Et si toi, bah, t'as la chance d'avoir un cerveau qui est ultra vif et t'apprends super vite, eh bah, tu vas faire des choses beaucoup plus vite que certains. Tu vois? Est-ce que c'est une forme d'intelligence? Est-ce que c'est de la pure génétique? J'en ai aucune idée, en fait. Je sais pas. C'est pas, j'ai pas la vérité, comme je vous dis toujours. D'accord? Mais te base pas à quelqu'un qui peut être meilleur que toi. Ouais, alors. Et ouais, tu seras jamais meilleur que lui. Mais on s'en fout. Le but, c'est que toi, tu sois meilleur qu'hier. D'accord? Si hier, t'as pas un truc que tu connaissais pas, t'as passé 10, 20, 30 pages à apprendre un nouveau truc et tu continues, pareil, comme une SQLI, de façon itérative, tu continues à creuser, à creuser, à creuser, à creuser ton trou dans la cybersécurité, là, tu vas apprendre, tu vas évoluer. Mais évoluer par rapport à toi, à qui t'étais il y a 6 mois, à qui t'étais il y a 10 ans.
D'accord? Arrête de te baser sur les autres. Les autres n'ont que peu d'importance. D'accord? Tu échanges avec les autres. Mais arrêtez d'être ça, c'est la mentalité de l'ego, quoi. Ah, lui, il est meilleur que moi, lui, il est moins bien que moi. Donc, en gros, tu sais quoi, il est moins bon que toi, tu peux l'écraser. C'est ce que font la plupart des gens dans la société. Et quand il est au-dessus de toi, là, tu fais le canard. Tu fermes ta gueule et tu t'écrases. Parce qu'il est meilleur que toi. Et tous les gens fonctionner comme ça, quoi. Et vous vous en rendez même pas compte parce qu'on vous a conditionné à penser comme ça. Qu'est-ce que je te dis, moi? La mentalité hacker, ça n'a rien à voir. Ton seul ennemi, c'est toi. Tu le fais pour t'améliorer. Les autres, on en a rien à branler. D'accord? Donc, me raconte pas ta vie, raconte-moi ce que tu as fait aujourd'hui pour t'améliorer, pour apprendre de nouvelles choses. C'est un but continuel. Continuel. Vous devez être l'itération et vous allez itérer votre propre moi et vous devez être meilleur que vous l'étiez. Hein? À N plus 1, N plus 1, N plus 1, N plus 1, I plus plus, I plus plus. Tu vas faire une boucle fort, tu vas boucler, tu vas t'améliorer. D'accord? Et dans 20 ans, tu te retourneras, tu verras les efforts. D'accord? Et ce qui te paraissait abscon compliqué, ça va devenir super facile. Parce que tu es devenu un expert. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, après tout ce blabla, tu as bien compris que, en effet, hein, énumérer un nom d'utilisateur, ok, ça peut encore le faire, hein, si j'utilise des expressions triviales. Par contre, dumper hein, une base de données entière, c'est impossible. C'est quasiment impossible. Hein, encore une fois, tout est possible, mais c'est beaucoup trop complexe, trop de temps hein, pour le résultat escompté. Donc, bah, ce que je te disais en préambule, au bout d'un moment, il n'y a pas de secret, il va falloir automatiser. D'accord? Donc, on a un des meilleurs outils au monde, hein, SQL Map, qui va nous permettre d'automatiser les injections SQL. D'accord? Mais avant de parler de ça, je vous avais déjà présenté l'outil dans maintes et maintes vidéos. Il va falloir un petit peu que on parle des autres types d'injections. Hein, là, en effet, je vous parlais des BBSI. Hein, c'est le petit nom que je leur donne. Vous le savez, c'est les Boolean Based SQLI, SQL Injection. Ok, donc très souvent, certains des résultats de ma requête sont directement affichés sur l'output, hein, sur la sortie, sur ma page de sortie qui s'affiche dans mon navigateur. D'accord? Donc ça aussi, hein, cette option peut être exploitée en utilisant un union. Hein. Je vais utiliser une commande SQL avec union et je vais peut-être pouvoir abuser de ça. Donc là, on était sur du Boolean based, hein, basé sur les booléens. Maintenant, on rentre dans les SQLI, les injections SQL basées sur l'union. D'accord? Alors, on va développer un petit peu. D'accord? Là, sous les yeux, tu as un petit exemple. Notre payload, il récupère le résultat de la requête, vide, hein, puisque ID, on lui passe rien, et on peut demander autre chose, un autre résultat. Donc le but, c'est l'équilibrage. Je t'ai dit gauche, droite, d'accord? Tu dois apprendre à équilibrer ta charge. Nous, on va équilibrer grâce à la partie sur la droite. D'accord? La requête SQL initiale reste la même. Par contre, pour qu'elle fonctionne, qu'elle soit bien formée, que je puisse faire du bypass, des contournements, il faut que j'équilibre à droite. D'accord? Là, on le voit. Qu'est-ce que je fais? J'injecte single quote, union, select, user. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on fait? On se sert du dash et du single dash. Hein, du tirer et du tirer. Et je fais un single quote et je referme. Donc vous voyez comment on est en train de passer. Rappelle-toi, hein, qu'est-ce que je peux passer? Je peux utiliser des fonctions dans d'autres fonctions. Hein. Et ben là c'est pareil. On va commencer à essayer de faire des unions, des jointures, en base de données, même si c'est plus compliqué que ça, pour arriver à un résultat qui est contrôlé par l'attaquant et qui va être affiché directement sur la page. D'accord? Alors, grosso modo, pourquoi on utilise ça? Si je résume, ça force l'application à afficher le résultat de la fonction user au niveau de la sortie. D'accord? Donc concrètement, qu'est-ce que ça fait? Notre requête originale. Rappelle-toi, je t'ai dit, on n'y touche pas. Hein? Ça ferme la requête originale. Pour comment je ferme, j'inclus moi-même mon single quote. Ok? Là, on vient d'équilibrer, si tu veux, côté gauche.
D'accord? Maintenant, il y a toute la partie droite qui nous reste de notre charge utile. C'est ce qu'on va injecter. C'est pour ça qu'on parle d'injection SQL. Tu l'as compris. D'accord? Donc, union select user, pas de problème. Après, comment on fait le contournement? D'accord? Je ferme avec mon premier point virgule. Ensuite, le commentaire. Qu'est-ce qui se passe? Le commentaire, il va prévenir en fait une partie de la requête originale d'être traitée au niveau de la base de données. Vous savez qu'on parle de parsing en anglais. Et ben là, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le reminder, le restant au niveau de la requête originale. D'accord? Puisque, encore une fois, si je mets pas tout ça, ça va poser des problèmes de syntaxe. Donc, j'utilise ces techniques pour, encore une fois, contourner et équilibrer ma charge utile pour qu'elle puisse fonctionner et que ça me donne des résultats que l'attaquant veut. Alors, très souvent, on a ce trick, cette astuce. Dans notre payload, on commande pas juste avec 2 dash, avec 2 tirets et un espace. Très souvent, c'est dash, dash, whitespace, dash. Alors, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire tiret, tiret, espace, tiret. D'accord? Donc, on a un 3e tiret et il est très important. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que la plupart de vos navigateurs vont supprimer. En fait, je vous ai dit, dans l'URL, on a ce principe d'encodage. D'accord? Encodage en URL. Alors, déjà, il faut définir ce qu'est un leading et un trailing space. Alors, déjà, on va commencer par le leading space. C'est un espace de début. En fait, c'est un espace qu'on appelle un white space avant le premier caractère. D'accord? Lettre, chiffre, signe de ponctuation dans un champ de saisie de texte. D'accord? Très souvent, ça arrive, l'utilisateur le fait pas exprès, on va mettre un espace avant de taper quelque chose. D'accord? Donc, tu comprends bien qu'en base de données, ça peut avoir de grosses répercussions. Donc, si tu mets un blanc avant de taper une chaîne de caractères, c'est ce qu'on appelle un espace de début. En anglais, on parle, tu l'as compris, de leading space. Et par opposition, on a le principe de trailing space. Le trailing space, c'est l'espace de fin qui est situé après le dernier caractère de la chaîne de caractères dans un champ de saisie de texte. Donc, très souvent, les champs sont vérifiés dans des applications et vous pourrez pas enregistrer le texte, d'accord? Et vous allez avoir, alors en anglais, no leading or trailing space. On va vous préciser que dans le champ, les données que vous avez rentrées, il y a des caractères spéciaux. Le white space, un blanc, un espace qui est invisible. Mais c'est pas parce que c'est invisible pour toi que l'ordinateur, pour lui, il y a rien. Non, il y a bien un white space, d'accord? Il y a bien un blanc. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va fausser. Ça va fausser et on communique dans une URL. On doit injecter un commentaire via une requête get. Donc, on doit ajouter un caractère après le white space de sortie. D'accord? Tu as ta chaîne de caractères. On a vu qu'il y a un espace de fin. Pour contourner et annuler cet espace de fin, je vais remettre un tiret du haut. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Tout simplement pour que ça soit bien interprété, parsé, traité au niveau de la data. D'accord? Donc, pour exploiter une SQLi, on doit comprendre combien il y a de champs qui sont vulnérables et auxquels on peut faire nos requêtes. On a vu qu'on utilisait quoi? Du select. Ok. Donc, je dois connaître combien il y a de champs, comment je peux injecter ça, quels sont mes points d'injection et quelle syntaxe au niveau de ma SQLi, au niveau de mon payload, de ma charge utile, je vais pouvoir utiliser. Et comment je le sais? En me cassant les dents, en essayant, en me trompant et en trouvant la bonne solution. C'est ce qu'on appelle du trial and error. Je vous ai dit du die and retry. On n'est pas dans un jeu vidéo. Trial, j'essaye. Ok? Ça m'amène à des erreurs. Je corrige mes propres erreurs et je vois si je continue d'avoir des erreurs jusqu'à que
via ce processus itératif, je trouve la bonne solution. Donc là, encore une fois, si on reprend ma petite capture d'écran, tu vois que clairement, on fait un union select nul et on commence notre injection. Fin de l'instruction, point virgule, dash, dash, white space, dash. D'accord? Voilà le payload que je lui injecte. D'accord? Et ça nous donne une erreur. Donc, on doit avoir un certain nombre de champs dans la requête originale. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème au niveau de la correspondance entre les champs disponibles, le nombre dans la requête originale et la charge utile que nous, on essaye d'injecter. Visiblement, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Donc, j'ai essayé avec un champ. J'ai fait qu'un nul. Là, je passe à quoi? Tout de suite, tes yeux, union, select, nul. Ah, je viens de quoi? Je teste avec deux champs. D'accord? Premier champ est égal à nul, deuxième champ est égal à nul. Et là, tu vois que tout de suite, tu te rappelles de nos erreurs basées sur des booléens. Je testais quoi? Si c'était vrai, ça m'envoyait une erreur. Si c'était faux, ça ne m'envoyait pas d'erreur et j'avais pas le compteur de vue. Là, c'est pareil. Tu vois qu'avec un argument, ça provoque une erreur. Avec deux arguments, j'ai plus l'erreur. J'ai pas la photo qui s'affiche et je ne sais pas combien de vues a fait la photo, puisque de facto, elle ne s'affiche pas. D'accord? Donc ça, c'est très bon. Ça va me permettre de vérifier si quoi? Je continue. Alors, je provoque une erreur. Deux nuls, je provoque pas d'erreur. Deux champs, c'est bon. Trois champs nuls. Ah, on a un nouveau, une erreur. D'accord? Donc l'erreur, elle confirme que la requête originale, elle a quoi? Si tu as l'esprit critique, analytique, 1, j'ai une erreur. 3, j'ai une erreur. 2 champs nuls, ça va. Donc la requête originale, tu l'as compris, elle avait 2 champs. D'accord? Donc on doit matcher. On doit faire la copie conforme pour commencer ce processus d'injection en union. Ok, donc là, on commence à faire notre phase de reconnaissance. On commence à récupérer des informations qui sont pertinentes pour avoir une vision objective de comment je vais pouvoir mener mon attaque. Ok, je sais qu'il y a 2 champs. 2 champs dans la requête. Donc maintenant, il va falloir connaître ces champs. D'accord? Puisque on a vu que, en fait, tu donnes un truc en entrée et c'est réfléchi sur la sortie. La sortie qui est affichée dans ton navigateur. Donc comment on va le faire? On va injecter des valeurs connues et vérifier en fait le résultat sur la page. Je rentre des données brutes en entrée. Il y a un algo, il y a une moulinette, il y a un traitement informatique, parsing de la data, d'accord? C'est traité et en sortie, j'ai un résultat. D'accord? Ce résultat, le seul moyen de modifier le résultat sur la page de sortie de l'application web que moi je vois dans mon navigateur, c'est de modifier l'entrée. D'accord? Chaque entrée différente me donnera un résultat qui est différent en sortie. Donc je vais commencer à injecter en entrée jusqu'à trouver le bon résultat en sortie. D'accord? La donnée va être traitée, parsée, processed, comme on dit en anglais, et je vais arriver à parvenir à mes fins. Mais ça va pas se faire en 2 fois, ça va pas se faire en 3 fois. Des fois, il faudra recommencer des centaines de fois jusqu'à trouver la bonne solution. C'est pour ça d'ailleurs qu'on automatise. Alors, je vais injecter, là vous voyez c'est le LSID 1, LSID 2, donc on a vu qu'on avait 2 champs et on continue l'injection avec le espace tiré. Alors là, quand on met 2 champs, on voit que non seulement on n'a pas le message d'erreur qu'on avait initialement, mais en plus, on se retrouve avec la valeur que j'ai donnée au champ. On a vu que le premier champ s'appelait LSID 1 et le deuxième champ s'appelait LSID 2. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'en déduis? Tout simplement que le premier champ est réfléchi sur la sortie de l'application. D'accord? Si on regarde le code source de la page, on pourra peut-être en apprendre un peu plus. C'est ce qu'on va faire. Premier champ réfléchi, deuxième champ, je sais pas où il est. Donc, analyse du code source. Ok. On voit, c'est intéressant, que
le premier champ views apparaît, il est réfléchi, en effet, parce que j'ai views de points et c'est censé comptabiliser le nombre de vues de la photo. J'ai injecté mon premier champ, il est visible dans mon navigateur. Par contre, le deuxième champ, il est aussi. Il est aussi affiché sur la sortie. Mais le seul moyen de voir la sortie, entre guillemets, dans son intégralité, c'est d'aller voir directement le code source. D'accord? Puisque vous savez que votre navigateur prend le code source, l'émule et vous affiche un résultat. Mais il y a plein de choses qui sont présentes dans le code source qui n'apparaissent pas dans votre navigateur. Donc, encore une fois, je ne crois que ce que je vois. Oui, mais si tu crois ce que t'affiche ton navigateur, t'as qu'une partie du problème et de la solution. Donc, il faut aller voir le code source. Très important, tout le temps. Ok. Donc, je peux peut-être commencer à exploiter. Je sais qu'il y a deux champs. Je repasse le premier champ, le LSID, et là, je fais mon appel à ma fonction. Je fais un query sur la fonction user, j'injecte dans le premier champ. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. On a trouvé la bonne combinaison. D'accord? Le deuxième champ, il réfléchit dans le code source. Je le vois pas. Mais le premier, il s'affiche. Là, je fais un appel à la fonction user et la base de données me répond. Elle me dit selfie for you at localhost. Donc, je suis connecté en tant que, je fais des appels à la base de données au back-end en tant que le compte qui s'appelle selfie for you. Intéressant. On commence à récupérer des informations qui, en principe, ne me sont pas destinées. Là, on travaille sur notre select. On a vu qu'on pouvait combiner deux select. Ok, avec un union. Mais il n'y a pas que select au niveau des types de requêtes qu'on peut faire en SQL. D'accord? Il y en a peut-être d'autres. Alors, tu as peut-être trouvé des vulnérabilités sur le select. C'est un type de requête qu'on peut faire en SQL, mais il y en a d'autres. Donc, il va falloir creuser. Je te donne un exemple. Alors là, on fait un delete. T'as compris que c'est assez sensible. Delete description from item where ID user supply value. Alors, techniquement, qu'est-ce que ça fait? Déjà, from, on va récupérer à partir d'équipements, item, d'objets, des objets, de la table objet. Je vais quoi? Effacer la description de la table objet à partir du moment où l'objet qui est présent dans la table objet a un ID. D'accord? 3, on avait vu que c'était notre chapeau. Donc, si je fais delete description from item where ID equals 3, j'efface la description de hat, qui était l'ID 3, et tu te rappelles, ça disait black hat. Du coup, la description black hat, le champ, il devient vide. D'accord? Au niveau de mon enregistrement en base de données, mon records, je viens de l'effacer. Et je viens d'effacer quoi? La partie descriptive. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on commence à, pareil, on commence à attaquer et on repart sur cette logique de booléen. ID est égal à 1 et 1 est toujours égal à 1, donc c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Tu te rappelles? Quand on faisait ça, on récupérait pas seulement ce qu'on a spécifié, on récupérait l'ensemble de la base. En tout cas, l'ensemble de la table qui compose la base de données. D'accord? Là, ça veut dire qu'on va effacer toutes les descriptions, tous les champs dédiés à la description vont être effacés. Et ça veut dire, on est en train de faire du DOS. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On est en train, de façon permanente, de détruire la base de données. On fait un déni de service. Ça, c'est ce qu'on appelle un SQL disaster. C'est un désastre au niveau du SQL. Ok? Il faut surtout pas que quelqu'un de l'extérieur puisse lancer ce type d'attaque. D'accord? Vous allez perdre une base de données. Si la base de données n'est pas sauvegardée, c'est la merde. D'accord? Et on revient, je vous ai parlé du principe ACID en base de données. Je vous ai parlé en infosec du principe CIA. Justement, que tu prennes ACID ou que tu prennes CIA, il y a des choses, clairement, si jamais tu fais ce type d'attaque, qui vont à l'encontre même des principes ACID et des principes CIA qu'on retrouve en sécurité de l'information. ACID en base de données. Je vous avais déjà expliqué.
je vous redirige vers la vidéo où je vous montrais comment on attaquait CouchDB. Je vous ai expliqué le principe acide. Donc quand j'injecte une requête SQL, vous devez absolument comprendre ce que vous faites. Avoir une brève idée, mais c'est une litote, hein. Tu dois pas supputer, tu dois pas supposer. Encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, tu dois être sûr de ce que tu fais, d'accord? Parce qu'il y a toujours des chances que toi-même, en attaquant, comme toujours, tu fasses une connerie. Tu as envie de pousser un kernel exploit. Tu vas cracher la machine. C'est une machine de production, tu es au chômage. Hein. Tu prépares ton carton, le patron, le client, il te dit au revoir. D'accord? Donc attention à ce que vous faites. Et c'est très dangereux. D'accord? Parce qu'on ne sait jamais et parfois, les ordinateurs réagissent différemment des êtres humains. D'accord? On ne sait jamais la suite, hein, de outcome, comme on dit en anglais, sur les fonctionnalités de l'application. D'accord? Et où aussi trouver l'injection SQL. Donc, c'est bien de tout tester, mais pensez qu'à certains endroits, vous allez pas faire qu'afficher de la donnée. Vous pouvez également modifier de la donnée. Vous pouvez également effacer de la donnée. Et ça, c'est le dernier truc qu'on vous demande. D'accord? Donc, ne faites pas les choses en dilettant. Hein, tu vas tester toutes les possibilités sur une base de données avec SQL Map, mais qu'est-ce qui te prouve pas que dans SQL Map, il y a des attaques aussi pour essayer d'effacer des données dans la base de données. T'imagines, tu lances SQL Map, tu dis ah ouais, j'automatise, tu sais même pas comment l'outil fonctionne. D'accord? Ça peut être très dangereux. Ça va se retourner contre toi. Alors, on a vu les bases de l'injection. Je vous redirige vers d'autres vidéos que j'avais faites. Je vous redirige vers tous les bouquins que vous pourrez acquérir. C'est le principe de l'apprentissage récursif. Recursive learning, c'est récupérer toutes les données que j'ai à ma disposition dans mon entourage, au travers de mes amis, de mes collègues, au boulot, sur Internet. Hein, je vais récupérer tous les livres qui traitent du sujet pour devenir bon sur ce sujet. Alors SQL Map, hein, on va dire que c'est l'outil open source le plus utilisé pour automatiser les processus, détecter et exploiter les SQLI, les failles d'injection SQL et prendre le contrôle sur l'ensemble des serveurs de base de données de la Terre entière. Ok? Si vous êtes un Black Hat. Donc SQL Map, c'est à la fois de la détection et c'est à la fois de l'attaque, de l'exploitation. D'accord? Je vous conseille toujours de pas faire les choses en dilettant, de tester vos éjections à la main. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez développer cette logique, cette vision d'ensemble holistique, analyser la surface d'attaque, tout ça. L'outil le fera pour vous, ouais, mais si vous savez pas ce que vous faites, c'est grave. D'accord? C'est pas du tout ça le métier. C'est de comprendre ce qu'on fait. D'accord? Et du coup, vos stratégies au niveau de l'exploitation, vous en avez aucune. Vous laissez, c'est automatisé, j'ai pas à réfléchir. L'outil le fait pour moi. Mais ça, c'est les crétins qui font ça. D'accord? C'est à vous de devenir intelligent. Et on ne devient pas intelligent du jour au lendemain. Ça se travaille. Donc, encore une fois, c'est aussi peut-être cracher le service distant. D'accord? C'est très dangereux. Syntaxe de base, SQL Map, je lui passe un "-u" pour l'URL, un "-p" pour le payload, mais plus précisément pour les paramètres d'injection et ensuite les options. D'accord? Donc SQL Map, pour commencer, on va dire qu'il a besoin de connaître l'URL et les paramètres à tester pour l'injection SQLi. D'accord? Alors, on a un wizard, qui est une sorte de guide qui va vous permettre même de spécifier aucun paramètre et de le tester de façon totalement automatique. Ou vous pouvez petit à petit lui donner les paramètres, d'accord? Si vous savez pas où mettre les options, quand est-ce qu'il faut faire, quelle est la syntaxe et tout ça, pour débuter, d'accord? Et il va vous poser des questions, vous allez répondre à ces questions et il va faire le boulot pour vous. Donc pour exploiter une SQLi, qu'est-ce qu'on aurait pu passer? Rappelez-vous ce qu'on a fait là depuis, je sais pas, peut-être la vidéo va faire 2 heures, j'en ai aucune idée. SQL map-u, je lui mets le site de ma victime. On avait vu que l'ID 1141, on arrivait sur la photo du chien. On avait fait un quoi? On travaille donc sur le 1141. J'ai ouvert le single quote, je le ferme. Le P, on a vu que le paramètre faillible c'était ID, d'accord? Et la technique, on va essayer du U. U comme Union Base SQLi.
D'accord? Donc je dis à SQL Map, voilà le paramètre faillible, c'est ID, tu vas tester, tu vas faire des requêtes get. Qu'est-ce que fait enfin, où se fait l'appel? L'appel, c'est le fichier view.php qui est situé à la racine, d'accord? Le pass. Donc voilà, tout ça, c'est les informations. Le pass, le paramètre sur lequel on va travailler, est-ce qu'on fait du get, est-ce qu'on fait du post, et quelle technique d'injection on va utiliser. Là, c'est de l'union base, avec le grand U. D'accord? Je veux tester du post. Ok, du post. Donc il va falloir cette fois-ci lancer Burp Proxy. Je vais lancer Burp Suite, je vais activer mon proxy, je vais intercepter une communication, je vais m'intercaler, attaque de l'homme du milieu, je vais récupérer la requête interceptée par le Burp Proxy et je vais l'injecter dans SQL Map. D'accord? Donc, pour faire un exploit en post, je vais dire cette syntaxe SQL map-u, l'URL, la data, c'est le post string que j'ai récupéré dans Burp Suite, le paramètre, les options. Donc les injections SQL, c'est les attaques préférées des Black Hat. Ça permet de prendre le contrôle rapidement sur de la donnée, avoir un accès même non autorisé sur le serveur, puisqu'après on va pouvoir pousser directement des charges utiles militarisées dans la base de données. Et la base de données, on va pouvoir lui demander d'exécuter. D'accord, du code arbitraire à distance, une RCE, et ça va nous donner un reversal sur la machine. On va la poutrer de A à Z. D'accord? Donc en tant que pen tester, je vais m'arrêter là, mais vous avez compris qu'il va falloir apprendre à utiliser les SQLi sans détruire les infrastructures, ni les applications web de votre client, ni créer du denial of service, du déni de service, du DOS. D'accord? Vous n'êtes pas des Black Hat, vous êtes des hackers éthiques, vous êtes là par curiosité, vous aimez votre métier, c'est votre passion, vous n'êtes pas là pour faire du fric et aller ramasser le savon en prison au bout de quelques années. Donc, ça conclut le module sur les applications web. Je ferai encore d'autres exercices. On ira travailler sur un lab qui vous entraîne à cette certification qui est le JPT. Et je rappelle, parce qu'il y a plein de gens qui me disent c'est trop facile, mais c'est normal. C'est une formation pentest junior, c'est par ça que tu commences. Donc si toi, t'es meilleur que les autres, t'en sais un peu plus que les autres, tant mieux pour toi. Mais moi, je m'en fous que tu me dises que tu sais déjà ça. En fait, cette vidéo, t'aurais même pas dû la voir si t'as déjà le niveau, parce que le JPT, voilà, c'est trop facile pour toi. Va voir d'autres vidéos que j'ai faites. Il y a 1 millier de vidéos. T'en trouveras une qui t'apprendra peut-être des choses. Parce que même lui, Saltimbanque, ne sait pas tout. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous redirige vers W3 School, qui vous apprend quand même les bases du SQL. C'est bien pour commencer, pour apprendre pas mal de langages de programmation gratuitement. Ça vous donnera les fondamentaux et comment créer une requête SQL pour pouvoir ensuite la malformer, contourner les systèmes de protection, voir le résultat, tester et retester jusqu'à trouver le point d'injection, les paramètres, le nombre de champs, le nombre de tables, le nombre de la base de données. Qu'est-ce que je fais? Quelle technique j'utilise? Et vous allez voir que je vous ai parlé que des bases, les unions et les boolean-based. Après, vous allez voir qu'il y a des error-based, il y a des blind injection, on va les faire en aveugle. Donc tout ça, je pourrais en parler pendant des heures. Encore une fois, on a vu les deux principales qu'il faut commencer. On commence par là, et quand vous serez à l'aise, vous allez faire d'autres types d'attaques. D'accord? Et en même temps, je vous ai montré un peu les error-based, puisque quand on pousse l'application, le back-end à la faute, vous avez vu qu'on pouvait récupérer des informations juteuses pour faire notre phase d'intel gathering, de recueil d'informations et de reconnaissance avant de lancer notre cyberattaque. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.